Le parcours musical, c'est tout en même temps. Je veux dire que justement, je ne fais pas la séparation entre ce qui est une pratique de musicien, de concert par exemple, et une pratique de musicien écoutant son environnement et tentant d'agir, non pas de la même façon qu'à faire de la musique, mais d'agir sur cette recherche de qualité à donner à ce milieu de vie. Alors par rapport à la musique elle-même, passer de l'un à l'autre, ça m'a paru très difficile pendant très longtemps. J'ai même fait une conférence une fois d'une heure sur les deux routes que je suivais simultanément. C'était un peu étrange de dire ça. Oui, cette idée que j'avais eue de suivre deux chemins simultanément n'est pas valable, n'est plus valable pour moi aujourd'hui, dans ce sens que euh, soi-même, avec son corps, avec son esprit, on ne suit qu'une seule route. Simplement, on a des éclairages, des vues, des écoutes qui sont différentes. Lorsque sais pas, je survole le Groenland, par exemple, où tout est blanc en bas, je me rappelle de cela, et j'entends Amadeus, je regarde le film Amadeus dans l'avion. Et entre cet intérieur, qui est un extérieur en même temps, puisqu'il s'agit d'un film, il s'agit de Mozart de quelques siècles avant, et puis en bas, cette surface blanche, qui a une grande épaisseur d'ailleurs, et que j'imagine totalement silencieuse, sauf à écouter le bruit que je fais dans cet avion, moi, enfin avec les autres. Donc il y a une continuité qu'il faut mettre en œuvre. C'est ça la musique que j'essaye de faire. La dernière œuvre là, que j'ai faite un peu rapidement, mais enfin j'étais nominé pour le prix Mario Merz à Turin, et on nous demandait d'écrire une œuvre nouvelle. Enfin, ce n'était pas une obligation, je l'ai appris par la suite, mais j'avais commencé à écrire quelque chose. J'essaye de jouer sur le fait que c'est dans une salle que ça a lieu. Bon, la version ne sera pas celle que j'avais imaginée, où les musiciens sont autour du public. La salle ne s'y prête pas. Donc ce sera frontal, mais quand même où, par exemple, la flûte est à l'extrême gauche et la clarinette à l'extrême droite. Les autres instruments sont répartis sur une sorte d'horizon. Comme ça, les sons graves, ça n'a pas d'importance, puisqu'ils ne se localisent pas. Et ça, c'est pour l'espace. Pour ce qui est du contenu sonore lui-même, les fréquences, etc., il y a tout un jeu, il y a tout de miroirs avec le passé, mon propre passé, ou des choses nouvelles. Quand je parle de l'eau, je dis, le titre c'est de l'eau et de bien d'autres choses. Je pense que j'aurais pu dire de l'eau et d'autres choses, ça aurait suffi, mais bon, voilà. C'est, je suis très intéressé par l'eau, peut-être parce que je suis craintif vis-à-vis de l'eau. Je suis un mauvais nageur. Si j'ai pas mon fond, je me sens perdu. Et en même temps, je suis très attiré par tout ce qu'est l'eau en même temps. C'est quelque chose qui a l'air indifférent, mais en fait, c'est une matière qui est très complexe. Hein, vous prenez l'eau de la mer, et il y a tellement d'éléments qui la composent. Et puis, il y a toutes sortes de formes auditives aussi, visuelles, bien sûr. Les peintres, d'ailleurs, faire des marines, c'est pas rien, c'est quelque chose, c'est tout un genre de peinture. Et pour l'oreille, c'est la même chose. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que représente l'eau, représente, pas seulement ce qu'elle est. Par exemple, si je me suis inspiré pour ça un tout petit peu pour la dernière page. D'ailleurs, on le voit on le voit même dans dans la dernière page, l'avant-dernière page. On voit que ça représente la grande vague de Hokusai, hein, avec le petit claquement qui est au milieu en haut. Mais en même temps, c'est la peinture de Hokusai. C'est pas de l'eau, c'est pas de l'eau, c'est une représentation. Et ce qui est important dans cette représentation, c'est la forme, avec ce claquement au milieu, ce vide-là, qui est extrêmement bref et tout.
Et puis la chute qui rebondit, mais qui descend d'une façon indéniable. Et ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau. Ça représente quelque chose de l'eau, mais cette représentation, elle est complètement digérée. Hein, c'est comme quand les aliments, c'est digéré. Ça se transforme dans le sang, partout, ça devient nous. Ça devient nous. Et la musique, pour moi, il n'y a rien de pire que la musique figurative, pour moi. Hein, en tous les cas, c'est un peu le propre de la musique française, quand même, depuis très longtemps, jusqu'à Boulez compris, d'être représentatif, une image de notre environnement, du paysage et tout. C'est pas tellement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette sorte d'aliment qu'apporte le paysage ou une représentation visuelle qui doit nécessairement se transformer pour devenir un corps musical. Alors maintenant, je travaille aussi sur, on peut parler d'une autre œuvre que j'ai commencée il y a 25 ans et qui a un titre prémonitoire. Je vais donner ce titre un peu comme ça. C'était une commande de l'orchestre de la Suisse italienne, un orchestre de chambre assez complet. Et à l'époque, j'avais une réflexion très, comment dire, une certaine distance, une certaine par rapport à la musique elle-même, une sorte de grand le sérialisme qui restait, qui m'imprègne toujours d'ailleurs, qui me supporte en tant que compositeur, me porte. Et là, cette œuvre s'appelle « Échapper au temps, est-ce possible ?» Et en fait, je l'avais fait pour les 20 ans de ma fille. Et j'avais beaucoup de peine à écrire ça. J'ai écrit ça en 15 jours peut-être, ou 3 semaines. C'est une œuvre qui fait 12 minutes pour un orchestre, donc de chambre, où les parties sont très individualisées. Et elle est parfaitement symétrique. C'est-à-dire qu'arrivé au centre, c'est un renversement. On retourne au début, mais chaque fois que j'écrivais quelque chose dans la première partie, c'était une sorte de... Je pensais au renversement. Oui, au renversement de la chose, que ce soit dans ce qui était dans le registre bas venait dans l'aigu, soit ce qui allait dans un sens était renversé. Et ça a très bien fonctionné comme ça. Il y a une seule concession qui est faite au centre, c'est un amusement, c'est pour que les musicologues aient quand même quelque chose à se mettre sous la dent à un moment donné. Donc je ne dirai pas de quoi il s'agit, sinon que c'est les trompettes qui font ce faux pas. Et il y a une continuité qui est très grande. Et ma fille a eu 20 ans, donc je l'ai invitée à venir dans ce festival à Ascona. Et puis voilà, c'était très beau, un très bon moment. Et puis j'aime beaucoup mes enfants, donc c'était bien pour elle, 20 ans, c'était merveilleux. On est descendu en avion sur la Suisse italienne, c'est depuis Paris, c'est de Berne et tout ça, c'est formidable. On monte pour passer au-dessus des arbres en tournant en spirale comme ça, et puis ensuite on descend en piqué de l'autre côté. Tout ça, voilà, il y avait quelque chose de la symétrie, de monter et descendre en même temps. Vous voyez, on la trouve partout, évidemment avec plein d'irrégularités, de choses différentes, mais on monte et on descend. Et puis, ma fille a pris un peu de quelques années, en même temps que moi, en même temps que tout le monde. Et puis, quand elle allait avoir 30 ans, voilà qu'il y a une autre commande qui m'est... C'est pas une commande, il y avait un concours, en fait. Un concours en Suisse avec l'orchestre de chambre de Lausanne. Du bon, je vais lui faire la deuxième partie qui va non pas suivre la première pièce, mais qui va venir s'insérer au milieu. Elle va être au milieu. Hein, alors vous voyez, vous avez la pièce 1, A, 2, A, 1, B. Alors j'ai fait ça, et cette pièce dure 19 minutes, mais ce n'est que la moitié. Je n'ai pas eu le temps d'écrire l'autre partie, ça aurait fait 40 minutes, c'était beaucoup trop, etc. Donc j'ai laissé cette pièce comme ça. Et puis on a joué cette pièce séparément,
on n'a pas joué la première. La première a été rejouée d'autres fois, très bien d'ailleurs, par Olivier Coendé, qui est un excellent chef, malheureusement ne dirige plus. Et, et, et puis maintenant, je suis en train, je me suis dit, 2 fois 2, 4, j'aime pas ces chiffres pairs trop simples et tous ces nombres, etc. Et ma fille grandit toujours, et moi je deviens âgé aussi, en même temps qu'elle. Bien que les plus jeunes vieillissent beaucoup plus rapidement que les anciens, c'est un problème de pataphysique très, très évident. Et je me suis dit, je vais écrire un centre qui sera aussi réversible. Ça fera 6 pièces. Donc je suis en train d'écrire, parce qu'elle va bientôt avoir 40 ans maintenant. Il faut que je termine et que je trouve un orchestre pour jouer ça, pour son jour anniversaire. Donc je fais cette pièce du centre, j'ai beaucoup de difficultés. J'en suis à la 3e version. Parce qu'il faut savoir que dans la première pièce, il n'y a rien d'autre que l'orchestre. Dans la 2e pièce, il y a un baryton en plus de l'orchestre. Comment est-ce qu'on fait le renversement du baryton au niveau vocal? Alors j'ai imaginé que le mezzo-soprano, c'était l'inverse. Les mots, on ne peut pas les renverser, donc voilà. Et le centre, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'allie les 2 voix, évidemment, à un moment donné. Mais je me disais, il faut que je favorise la voix de femme qui n'est pas encore apparue. Donc, je vais la faire chanter seule dans la 3e partie, au début, puis ensuite, ils vont se rencontrer les 2. Et ça s'est tellement développé que maintenant, quand je suis arrivé au centre, je me suis dit, je ne peux pas arriver au centre puis dire je tourne la page puis on revient en arrière. Donc je fais le centre du centre, qui est une pièce unique, on ne peut pas jouer toute seule, on ne peut pas la jouer seule. Elle est là et j'ai pensé tout de suite à une chose, enfin en travaillant parce que je n'arrivais pas à m'en sortir. Lorsqu'on a une arche dans une entrée de palais, une belle arche avec des grosses pierres, c'est monumental et tout. Et qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Une petite pierre, une clé de voûte. C'est tout petit, on l'enlève et tout s'écroule. Donc elle est extrêmement importante. Donc je fais tout pour faire une petite pièce. J'en suis à je ne sais plus combien de versions pour que ça tienne, pour que la pièce tienne. Et je suis revenu au haïku et pour la première fois, j'ai écrit de la musique. J'ai terminé cette partie-là avec des haïkus, 3 haïkus qu'on ne peut pas renverser, mais qui ont des relations étranges de tenir ensemble. Voilà donc un type d'œuvre qui n'est pas une œuvre importante, vraiment, si vous voulez, au niveau de... Elle est faite à certains moments, on dit, mais il a piqué chez Stravinsky, chez Debussy, et on pourrait croire ça, mais c'est pas ça quand même. Et puis à d'autres moments, on file vers tout à fait autre chose. J'étais un sérialiste, je suis un sérialiste, toujours. Je suis fidèle à Webern, plus qu'à Schoenberg d'ailleurs, et pour une certaine part à Boulez. Quand je l'ai rencontré quelques années avant sa disparition, il m'a dit « Ah, vous avez beaucoup changé depuis qu'on s'est connus. » C'est dans mon cours, j'ai dit « Bah, évidemment, mais vous savez, la leçon que j'ai apprise chez vous, je l'ai toujours gardée. Je suis toujours sérialiste. » Il était tout étonné, il n'avait pas très bien saisi, mais bon. Et c'est vrai que ces questions de renversement et de retournement des pièces, ça appartient aussi à la série. C'est-à-dire que les formes, il faut prendre. C'est quoi être sériel? C'est prendre en compte l'ensemble, tous les éléments d'un type de matériau. Quand on a 12 notes chromatiques dans notre système, c'était de prendre, ça s'appelait le dodécaphonisme. C'était ça, le premier pas du sérialisme. Ensuite, on s'est occupé des dynamiques, forte, pianissimo. On s'est occupé des autres paramètres caractéristiques sonores. Et moi, je dis qu'il faut aussi s'occuper des formes entières. Il faut que les formes et les styles peuvent être pris doivent être pris dans leur ensemble. Si j'en prends pas, c'est que je sais que je les prends pas, que je les mets dehors. Stockhausen a été très important pour moi là-dessus, en disant, je prends une totalité, ça je le prends pas, je le laisse de côté. Mais je sais que je fais ça. Donc ça fait partie de la composition, quelque part, par absence. Comme dans les empreintes,
je fais des parties de silence qui sont parties prenantes de l'œuvre. Sans ces silences, l'œuvre n'existe pas. Voilà donc comment j'en arrive à écrire une œuvre qui est très simple dans l'écriture. Vous verriez la partition, c'est très simple. J'ai un gros problème avec les chefs. C'est quand ils voient ma partition, ils disent bon, bah, une demi-répétition, ça suffit pour monter ça. Et ils se cassent le nez là-dessus, parce que ça ne marche pas comme ça. La dernière fois, on a joué cette deuxième pièce de Échapper au temps, est-ce possible? Cette deuxième pièce s'appelle Fragment scénique, d'ailleurs. Ils ont pris très peu de temps pour faire la... Et la grande différence avec les autres pièces du programme, sérielles, complexes et tout, c'est qu'on sait très bien que chez Xenakis, par exemple, il y a 10, 15, 20% de fausses notes par rapport à ce qui est écrit, ça n'a pas d'importance capitale. Hein. Je le dis parce que j'ai entendu dire voilà. Moi, si on joue une note à côté, ça s'entend. Voilà, elle est à côté. C'est transparent, chaque note a sa place, chaque son a sa place. Sauf dans quelques endroits de masse comme ça. Et encore, une bonne oreille va repérer s'il y a des fausses notes là-dedans. Donc j'essaye de faire des choses comme ça. Maintenant, avec cette œuvre, Échapper au temps, est-ce possible, j'aimerais en faire une œuvre théâtrale en même temps. C'est-à-dire, théâtrale, il faut trouver un autre mot. L'opéra, j'aime bien l'opéra, mais on ne peut plus faire d'opéra. Quand je vois qu'on demande à des compositeurs de ma génération de faire des opéras pour l'Opéra de Paris, je ne comprends pas. J'ai vu certains compositeurs que je ne vais pas nommer ici, qui ont fait 2 ou 3 opéras, joué à l'opéra, on les joue une fois, puis après, voilà, on oublie. Et je pense qu'il faut se servir de la maison opéra pour faire une autre forme de musique qui se passe aussi dans la salle. Et dans cette pièce-là, Échapper au temps, j'ai imaginé que dans la première partie, il n'y a que l'orchestre. Mais en fait, je pense que c'est une chose idéale pour un mime ou pour un danseur qui serait là tout le temps. L'ensemble va durer 1h30 hein, à peu près. Qui serait là dans toute la durée. Physiquement, il vient jusque dans la salle, jusqu'au milieu de la salle, sur un promenoir qui l'amènerait là, avec très peu de mouvement, avec quelques petites choses. La partie centrale, il ne bouge pas. Il laisse les 2 protagonistes chanteurs échanger là, dans ses haïkus. Et puis, il revient après. Et puis, les 2 chanteurs, évidemment, sont importants. Dans les fragments scéniques, le baryton, c'est un ensemble de scènes. Il passe toujours du côté cour au côté jardin et retour. C'est-à-dire que quand l'orchestre commence, il n'est pas là, il n'y a rien. Il y a juste un promenoir devant l'orchestre. Il aurait fallu un tulle entre lui et l'orchestre, c'est-à-dire on voit, mais ça fait une séparation, on voit l'orchestre, mais ça fait une petite séparation quand même. Et dès la première pièce où il intervient, il traverse toute la scène, et il traverse en disant quelque chose, en chantant quelque chose qu'on n'entend presque pas. Et dans ma pièce toute récente, il y a une séquence qui s'appelle Moine à Nara, au Japon. Au milieu du bruit de la ville invraisemblable, il y a des petits trous et on entend ce moine qui passe de l'autre côté, sur l'autre trottoir, et qui récite ses mantras, ou je ne sais pas ce qu'il est. C'est presque rien à cet instant, mais au milieu de ce brouhaha qui a une importance capitale. Et donc, ce personnage, dans Échapper au temps, passe devant la scène un peu comme ça, on ne sait pas. Mais comme il y a eu avant tellement de silence entre ces accords, qu'on a une oreille extraordinairement, pour le public, extrêmement attentive. Quand les gens m'ont dit dans cette salle du Métropole à Lausanne, ils n'avaient jamais entendu qu'il y avait des voitures dehors, qu'on entend dans la salle. Ils vont écouter des dizaines de concerts, ils n'ont jamais remarqué ça. Alors que là, la musique, ça sert à écouter. Tu réponds à Cage. Ouais. Tu réponds à Cage. Je ne sais pas à qui je réponds, mais en tous les cas, oui. Quand Cage fait silence, c'est exactement ça.
Oui, mais Cage, j'ai une autre Non, parce que tu viens de analyse dire- de Cage. Ce que Hein. tu viens de, oui, là, ce que tu viens de dire. Ouais, Fais silence et il ouvre les fenêtres. ouais. Oui, On variation, entend la variation rumeur. 4, oui. Hein? Oui, La, mais, la rumeur oui, extérieure. oui, mais on peut pas faire ça deux fois, donc. Non, non, non. Oui, Mais si, on peut le faire. C'est ce que tu dis depuis le début. oui, oui, On d'accord. écoute le monde de la montagne, le monde des oiseaux. Ouais. Moi, je faisais ça avant que tu Non, mais Hein? écouter est une chose. Oui, écoutez. Hein. Quand je suis dans une salle de concert, que je fais une œuvre, je ne peux pas dire au public seulement écouter et puis me croiser les Ah, non, pouces. non, non. Ça, je ne peux pas faire ça. Bon, toujours est-il, enfin, je ne crois pas. Cage a fait des choses comme ça, bon, ben, très bien, ok. Encore que quand on prend 4 minutes 33, pour ne pas aller trop loin, 4 minutes 33 est l'œuvre la plus classique que je connaisse de la musique contemporaine. Elle est en 3 mouvements. Hein. C'est la forme du concerto grosso, forme sonate, etc. Et je peux le préciser. Hein. C'est la première partie, quand les musiciens font le premier geste de jouer, qu'est-ce qui se passe? On entend dans la salle, bon, vous commencez? Alors, ça commence bientôt? Et les autres qui disent, chut, taisez-vous. Alors, c'est le thème et le contre-thème. Hein. Ensuite, quand il y a la position, la fin de la première partie, par un geste des musiciens, tout le monde se calme. Se calme, c'est l'adagio du deuxième mouvement. Et puis à la fin, quand on refait il y a une troisième partie, qu'est-ce qui se passe? Le combat recommence, c'est le rondo au final, et ça discute de tous les côtés, ça se précipite, etc. C'est donc une survivance de la forme classique. Il faut éviter, pour moi, je dois éviter ça. Je dois éviter ça. Donc dans cette pièce dont je parlais, avec je reviens à échapper au temps, il y a ce baryton qui est là, ensuite il y a la chanteuse qui vient, qui va aussi aller, non, il y a le centre d'abord, où ils se retrouvent, ces deux voix, est-ce que ce sont deux amoureux, est-ce que ce sont deux supports de philosophie complètement différents? Je laisse complètement l'ambiguïté se manifester comme ça. Il faut savoir que dans la première partie de des fragments scéniques, quand le chanteur est arrivé du côté court, il y a quelque chose qui se passe dans l'orchestre, puis il revient sur un vélo. Il revient à vélo, donc à l'avant-scène, et puis à un moment donné, il y a son téléphone qui sonne. Alors il le prend, et puis tout ça est écrit, il dit « Allô », c'est en mesure avec le reste et tout. Et il est là, il répond, il dit « Oui, on a été coupé », et puis il se met à chanter quelque chose, et puis il va jusqu'au bout de son parcours, et puis là, il regarde en haut, et il reprend son téléphone, puis il dit « Je suis arrivé, je suis sous ta fenêtre, et je vais rentrer en chantant ». Et bon, on pense tout de suite à Roméo et Juliette, bien sûr. Donc c'est plein de références qui, en même temps, font qu'au centre, il y a une sorte de rencontre entre toutes sortes de choses, de réminiscences dont chacun peut se rappeler, mais en même temps, on peut très bien se passer des réminiscences. Voilà, et puis, donc à la fin, on revient évidemment à la première partie qui est inversée. Et ça. Donc c'est une sorte, avec le personnage, le mime ou le danseur ou la danseuse, qui est rentré dans la salle, rentré dans le public. Il y a une sorte d'intrusion dans le cœur de l'espace, là, mais muet, complètement muet. Il ne dit rien, il n'est qu'avec des gestes. Il retourne, il fait le chemin inverse, hein, depuis le centre, il fait le chemin inverse, et il ressort de l'autre côté, évidemment, en dansant ou pas, ou avec des mimiques. Voilà, donc là, je suis en train de terminer, j'arrive presque au bout, et j'ai de la peine à finir, parce que quand j'ai fini ça, c'est beaucoup de choses qui se sont passées, et on a toujours peur de finir, hein, parce qu'après, c'est le plongeon. Non, je pense que c'est une sorte de... On ne peut pas appeler ça un opéra, on ne peut pas appeler ça un théâtre musical. Et j'aimerais justement que l'on puisse faire ça aussi bien dans une salle que dans un opéra. Hein, j'ai vu l'opéra entendu l'opéra de Hindemith, là. Je ne sais plus le titre, l'opéra de Paris, il n'y a pas longtemps.
c'est pas vraiment un opéra, mais ça fonctionne bien. Le metteur en scène a fait, ou la metteuse en scène a fait un travail extraordinaire là, pour cette œuvre-là. Donc, puisque les metteurs en scène sont tellement présents, c'est à eux de s'accaparer de ça. Moi, j'ai une obligation impérative que les chanteurs aillent du côté jardin, côté cour, reviennent, qui ne sont jamais stables, sauf au centre, où ils sont au centre, ils ne bougent plus. Et puis le reste, et puis qu'ils viennent dans la salle, évidemment. Ça c'est, à part ça, ils font ce qu'ils veulent. Et l'orchestre doit être présent. Il est là, il est acteur dans la chose. Il n'est pas dans la fosse. Voilà sur des... On parle d'œuvres complètement différentes entre la voix et ça. Pour moi, je ne veux pas dire que j'ai abouti avec mes travaux, sans quoi il ne me reste plus qu'à disparaître. Oui. Non, parce que moi je fais partie des gens qui, le jour où ils s'arrêteront de travailler, ils s'arrêtent de vivre. Ils n'arrêteront jamais de travailler. Oui, non, ce n'est pas possible. Mais c'est justement le fait d'associer le travail... je peux parler d'une question qui m'a été posée et qui était vraiment très dure. Il y a déjà quelques années, au moins 20 ans, au ministère de la Culture, on m'a dit « Est-ce que vous dirigez le GERM ou le LAMU, Laboratoire d'acoustique et musique urbaine? Faites de la recherche ou de la musique ?» J'ai dit « Je fais les deux. » Il m'a dit « Non, vous devez choisir, on ne va pas subventionner plus longtemps les deux. » J'ai dit « Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça va ?» Donc finalement, j'ai choisi le LAMU parce que le GERM, ça faisait 30 ans, ça suffisait. Mais ça ne nous a pas mené beaucoup plus loin, c'était un prétexte pour couper les subventions. Mais aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir deux institutions. Hein. Quand je fais les rencontres, je fais de la musique. L'atelier de EcoArt que je fais avant les rencontres avec des gens plus ou moins jeunes où il y a le prix Giuseppe Englert en même temps qui suit, je suis tout à fait à l'aise pour être... et je dis, je suis musicien. Sachez que je suis musicien. Vous êtes architecte, vous venez de faire votre diplôme d'architecte. Très bien, on va très bien s'entendre. J'ai enseigné 12 ans à l'école d'architecture. J'ai les termes qu'il faut, pas très évoluer, mais quand même, ça suffira. Mais je suis musicien, je ne suis pas autre chose. La pluridisciplinarité a été la pire des choses lorsque chacun se croyait être compétent dans tous les domaines. Ça a été le pire des moments. Aujourd'hui, on sait que la pluridisciplinarité, c'est de réunir des gens. Interdisciplinarité, c'était le bon mot. Il faut le garder comme tel. Et le reste, ça ne veut rien dire du tout. Après, c'est des compétences qui diminuent la qualité de la recherche, du travail et de tout. À chacun ses compétences. Et ça n'empêche absolument pas, en qu'à faire comme moi, s'intéresser à l'architecture, ou les architectes s'intéressaient à la musique, profondément, aller très loin dans ce domaine-là, le plus loin possible, lire, la vie n'est pas si courte que ça, on a le temps de faire énormément de choses. C'est pas bon, le haut-parleur n'est pas bon, je devrais l'écouter là-bas. C'est pas bon, mais c'est pas grave, on écoute un peu. Ah oui, moi je veux absolument écouter ta voix. Oui, je n'avais jamais entendu. Michel, tu peux pas y masser.